Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Atsal dédiée à la réussite d'aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à assister à la conférence que je viens de donner sur l'état du recrutement en 2019. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne. Donc, écoutez, on va essayer de faire court et simple. Alors d'abord un peu d'histoire pour parler du RAID. Effectivement, c'est la troisième conférence sur les ressources humaines. La première a été faite en 2013. À l'époque, on lançait le RAID avec quelques dinosaures qui sont dans la salle. Il y en a un notamment qui est derrière là. Il y en a une seconde en 2016. Voilà. Donc et la troisième sera en 2019. Donc ah non, c'est là. Donc effectivement, voilà quoi ressemblait le RAID en 2013. J'ai retrouvé quelques photos collector. On était 4 ou 5 dans un appartement. Je crois que c'était vers Kolopotinsk, c'est ça, ouais, chez Damien Lego. Et voilà, on était pieds nus. On faisait des conférences pieds nus. Alors évidemment, on buvait rien d'étrange, mais on travaillait. C'était tôt le matin. Mais l'esprit était là. Voilà, quelques visages connus, des gens qui sont partis. Mais voilà, vous voyez, on est passé de 4 personnes à, je sais pas combien on est aujourd'hui, une centaine. Donc, il y a une vraie croissance. Voilà, donc rapidement, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi j'ai créé Atsal, qui est une petite agence de recrutement qui existe depuis 2012. Voilà, c'est pas une filiale, c'est une structure locale. Depuis l'année dernière, on est membre d'un gros réseau qui s'appelle Talentor, qui est piloté par un cabinet autrichien. Donc on a rejoint Talentor, ils sont présents dans 30 pays, donc on est devenu Talentor Rus, même si, je le précise, Atsal reste 100% indépendant. Mais voilà, ça nous donne accès à des practices, les meilleures practices du marché des zones les plus développées en recrutement que sont, on a l'Autriche, la France, etc. Voilà, on travaille principalement avec les entreprises françaises, plutôt du TPE, de la TPE et de la PME, un peu de start-up. On a quelques grands groupes industriels avec lesquels on travaille. On joue beaucoup la carte franco-russe. Parce qu'on est des amoureux de la France et de la Russie, et parce que nos clients sont majoritairement français ou francophones. On fait de la constitution d'équipe et on fait beaucoup de conseils et de services. On va voir, je vais essayer de vous expliquer un petit peu le métier du recrutement. C'est compliqué de tout faire 140 minutes. Voilà, nos 4 activités principales, c'est ce qu'on appelle le sourcing. Ça, c'est plutôt dans le secteur IT. C'est-à-dire qu'on va chercher des profils pénuriques. Enfin, on tente de trouver des profils pénuriques, pour faire simple. Le recrutement qui est l'activité clé, c'est-à-dire de faire la boucle complète. De l'accompagnement au recrutement, c'est-à-dire qu'on a des entreprises qui nous disent voilà, on a besoin d'appui sur telle ou telle étape. Et de la chasse, donc c'est ce petit bonhomme qui le fait, qui est un des symboles d'Atsal, c'est-à-dire d'aller chasser des gens en fait. Et on va voir qu'en fait toutes ces activités ont tendance de plus en plus à se mélanger, puisque le principal problème du recrutement aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de gens pour travailler. Donc le recruteur fait face à une pénurie de profils dans tous les secteurs, une pénurie de compétences. Alors, où en est-on du recrutement? Bonne question, M. Didier. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que le recrutement. Le recrutement, c'est les actions mises en œuvre pour trouver un candidat correspondant aux besoins et compétences requises pour exercer un poste de travail donné dans une organisation donnée. Voilà, c'est simple. Ça fait 6 ans que je la fais cette slide et j'arrive pas à la rendre par cœur. Donc, voilà, la gestion des ressources humaines, c'est beaucoup plus large. Il y a toute la partie gestion des talents, développement, en fait, tout ce qui accompagne la vie de l'employé. Il est candidat, il intègre l'entreprise, il se développe dans l'entreprise, il est formé, il monte en compétences, et puis un jour, il quitte l'entreprise. Puis on va voir qu'après, il y a une nouvelle tendance et qu'il revient dans l'entreprise. La grande mode, c'est ça, c'est de reprendre des gens qui ont déjà travaillé chez vous. Mais nous, le recrutement, on intervient vraiment tout en amont. Il faut aller chasser, en fait, la truite. Et la fidéliser. Donc le recrutement, le staffing, c'est un marché de 429 milliards de dollars en 2017. C'est un gros marché, concentré évidemment sur l'Europe et l'Amérique du Nord, un petit peu sur l'Asie. Voilà, donc la Russie intègre, appartient à la partie européenne, on va détailler les chiffres sur la Russie tout à l'heure. Là, les pyramides, je rigolais pas, c'est Léo, est-ce qu'il est Léo qui va souffler l'idée. Donc le recrutement, ça commence là en fait, ça commence... la construction d'une route dans la Rome antique, la construction des pyramides, parce qu'il fallait de la main d'œuvre pour faire des grands projets logistiques, civilisationnels, historiques. Donc il fallait recruter des gens, envoyer des employés tout à fait disposés à exercer une. Oui. Oui, c'est ça, exactement. Donc, mais à l'époque, ça s'appelait les employés. Voilà, donc un petit peu d'humour. Voilà, donc si on parle du recrutement moderne, c'est en 1650 qu'il y a la première trace d'une espèce d'agence qui mettrait en lien des employeurs et des employés potentiels. Donc c'est Henry Robinson, un commerçant, écrivain, et ça va faire plaisir à aller aux journalistes,
comme quoi il y a une histoire, qui a proposé donc au Parlement britannique la création d'un bureau, mais le Parlement a refusé. Il a lancé la structure lui-même à fonds privés et il a fait faillite tout de suite. Ça n'a pas marché. Ah ouais, c'est une terrible histoire. En 1873, encore en Angleterre, John Gabbitas ouvre Gabbitas and String, ça existe toujours, qui fournit des professeurs hommes pour les écoles publiques en Angleterre. Voilà, donc le recrutement a commencé en fait lié à l'éducation. On va dire que c'est la première agence de recrutement historique. Un peu plus tard, donc Fred Winslow, un ingénieur américain, ouvre une agence d'emploi dans l'engineering. Voilà, et ça va évoluer vers du conseil en stratégie. Donc historiquement, le recrutement est aussi lié à du conseil en stratégie et l'organisation de process dans les usines. En 1906, une femme, ouais, donc c'est un métier ouvert parce que les femmes ont rapidement été des acteurs clés. Catherine Felton ouvre une agence d'emploi pour recruter, former du personnel pour faire face aux situations d'urgence suite à un tremblement de terre de San Francisco. Et en fait, dans les années 30, surtout 40, les agences d'emploi vont commencer à apparaître partout en Occident, en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu le New Deal en Amérique et la guerre. Et en fait, les soldats, les hommes allaient se battre. Donc il y avait une pénurie de main-d'œuvre disponible, et donc il a fallu trouver des mains pour travailler. Et donc, ça s'est développé. Voilà. Rapide historique. Donc, années 40, ouverture, développement du système des agences de recrutement. L'apparition du CV en 1950. 1970, apparition de ce qu'on appelle les ATS, donc les Applicant Tracking Systems, c'est-à-dire que les agences de recrutement ont des logiciels ou des systèmes on va dire, d'archivage des CV pour pouvoir faire de la recherche. Bon, voilà, je vous passe historique. 1976, Apple launch l'Apple I. Word apparaît en 1983. Les ATS se développent à partir des années 80-90. Après, il y a l'apparition du cloud. Voilà, Internet commence à émerger en 90 avec les premiers sites d'offres d'emploi en ligne. Donc là, ça c'est l'hyper-révolution. On va voir qu'elle est en train de s'accélérer. Voilà, dès 1980. Ouais, 1990, 2000, 20% des postulations, enfin des applications sont en ligne. Voilà, donc la révolution Internet qui a frappé le recrutement. Google apparaît en 98. Alors on va voir que Google est en train de devenir un acteur absolument fondamental et essentiel dans le recrutement. Ils sont en train de disrupter le marché. Peu de gens le savent, mais voilà, ils sont en train de mettre la main aussi sur le recrutement et de devenir totalement dominants. Un développement de la relation candidat par le smartphone. En fait, les candidats postulent aujourd'hui et cherchent du travail via smartphone, de plus en plus, ce qui contraint énormément les recruteurs. Voilà, Indeed, qui est un site de recrutement que peut-être vous connaissez, 2006, Twitter, LinkedIn apparaît en 2003 et est devenu une des principales plateformes pour recruter, parce qu'on va chercher des gens sur LinkedIn, même si c'est pas un site fait pour le recrutement. Mais LinkedIn met à disposition de la data qu'on peut aller prendre et voler et extraire pour trouver des gens. Voilà, et puis après, dans les années 2000, donc le développement des systèmes en mode cloud, qui ont révolutionné évidemment le travail des recruteurs. Et aujourd'hui, donc, le recrutement social, l'explosion des réseaux sociaux, où on recrute par les réseaux sociaux. Ok. Voilà, je sais plus si j'ai déjà fait cette slide. Voilà. Révolution Internet rapidement. Moins d'1% de la population mondiale a accès à Internet en 95. On estime que ce sera plus de 50% en 2030. Ça fera 4 milliards de personnes. Ça veut dire que potentiellement, le recruteur a accès à une base de données de 4 milliards de personnes par Internet. Voilà, aujourd'hui, un cadre, on a 7 milliards d'habitants sur Terre, 7 milliards 500 millions. On a à peu près près de 4 milliards d'utilisateurs d'Internet, 2 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, 5 milliards de personnes utilisent le téléphone. Donc on a vraiment deux énormes tendances, c'est Internet et les réseaux sociaux sur smartphone. Ça, c'est vraiment le triptyque qui est en train de prendre la main sur le recrutement, en fait. Avec une tendance forte, c'est que les messageries, en fait, ont dépassé les réseaux sociaux. On va voir tout à l'heure que nous recrutons de plus en plus par WhatsApp, on recrute par Viber, ce qui est très compliqué parce qu'en Europe, il y a des législations assez complexes sur l'utilisation des données personnelles. Mais malheureusement, les chers candidats ne répondent plus aux emails. C'est devenu une nouvelle tendance aussi, la gestion des boîtes mail. Voilà, la digitalisation est une tendance mondiale dans les RH. Comme vous voyez, elle est jugée critique et fondamentale, surtout en Afrique, en Asie. Pourquoi? Et un peu moins en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est des zones de l'Amérique du Nord les plus avancées sur la digitalisation. Et globalement, partout où on interroge des recruteurs, des entreprises qui recrutent, la digitalisation devient absolument fondamentale. Alors, pour bien comprendre, avant de rentrer dans le cœur du sujet, ce qui se passe, le problème, il est démographique. Voilà. Donc, si vous voyez la première pyramide là, la plus pâle,
elle est normale. Il y a plus de jeunes, donc il y a plus d'entrants sur le marché du travail. 1950. 2018, il y a un phénomène, on dit que la pyramide devient un cercle. Ça veut dire qu'il y a moins d'enfants et l'âge moyen augmente. Et cette tendance va continuer. Et voilà la prévision démographique de, je crois que c'est l'ONU, je sais plus, en 2100, en orange. C'est un cercle. Il n'y a plus de pyramide des âges, comme on dit aujourd'hui une pyramide des âges. Il y aura ce qu'on appelle un cercle des âges. Ça veut dire quelque chose de fondamental. L'âge moyen de la population va augmenter, mais surtout le nombre d'arrivants sur le marché du travail va commencer à diminuer. D'accord? Donc, il y a moins de gens qui vont arriver pour travailler, il y a moins de gens qui vont arriver pour apprendre des nouveaux métiers, et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a une accélération de la digitalisation et une apparition de nouveaux métiers très compliqués, mais on a de moins en moins de jeunes. Et c'est pas des gens comme Fabrice, moi, Nicolas qu'on va disrupter 100%. On a 40 ans, on est déjà formé, on a des limites, on ne peut plus apprendre certains métiers, c'est trop tard. Donc vous avez de plus en plus de besoins de nouveaux métiers, de nouveaux savoirs et de nouvelles technologies, et vous avez de moins en moins de gens à qui vous pouvez les apprendre. Donc là, il y a un énorme problème, et ce problème il est en train de se matérialiser en Occident et en Russie, c'est encore plus cataclysmique. La Russie est en avance là-dessus dans les problèmes. C'est qu'il y a une pénurie de candidats. Et il y a une autre tendance lourde, c'est que les gens cherchent de moins en moins de travail. Ça paraît totalement incroyable, on a des économies en Europe où il y a du chômage, mais malgré tout, les comportements aujourd'hui des candidats sont en train de se séparer en bassins de population, ceux qui sont employables et ceux qui sont plus employables. Et chez ceux qui sont employables, les gens ne cherchent plus de travail parce qu'ils en ont un. Parce qu'ils travaillent, parce que ils ont pris un crédit, parce qu'ils ont des tendances, des modes de vie urbains modernes, qu'ils ont des charges, qu'ils ont une crainte du chômage malgré tout, et parce que généralement, si on dans certains métiers de façon plus radicale ou extrême, les métiers digitaux, les gens ont du travail. Donc pourquoi aller changer de travail si vous êtes bien payé, que vous avez un bon travail? Oui, bien sûr. Chercher du travail, chercher un emploi. Là, tu parles de personnes qui cherchent un emploi. Je parle de jeux. Quand tu es toi, tu es chef d'entreprise, tu cherches du travail, tu cherches à vendre tes prestations. Oui, là on parle des candidats, c'est-à-dire qu'en fait, le candidat peut chercher un travail rémunéré, il peut chercher une activité pour recevoir un salaire, un emploi quoi. Ouais, un emploi. Mais là globalement, voilà, on a 10% des gens qui sont sondés sur LinkedIn qui cherchent activement du travail. C'est 90% qui en cherchent pas activement. Ils sont à l'écoute, il faut les trouver. Il faut les séduire. On va voir tout ça c'est la grosse difficulté, c'est ça, c'est qu'il y a moins de gens et ils sont moins en recherche. Donc, c'est catastrophique. Alors voilà, rapidement, le recrutement, il est synthétisé en 4 images. Ça, c'est 1995. Alors, vous avez un candidat qui cherche un emploi et vous avez le recruteur, très content, il a reçu un CV 3 jours plus tard. Super, il a l'air bien celui-là, on va l'embaucher. C'était le bon vieux temps. En 2005, c'était le... Ouais, enfin, c'est pour montrer la grande tendance. En 2005, ça dépend. Certaines régions européennes un peu périphériques, c'était même pas, c'était pas par la poste, fallait poser le CV. Aujourd'hui, par exemple, dans le recrutement pour tout ce qui est Horeca, les hôtels, etc., à la manœuvre, les gens vont amener les CV eux-mêmes physiquement au desk. C'est encore comme ça en Europe. Enfin, ça se fait comme ça. Tu recrutes des vendeuses, des serveuses pour des boulangeries françaises à Moscou. Les gens viennent sur site et ils viennent se voir. Donc, en 2005, donc ça a changé. Internet. Alors là, alors là, le recruteur il est assis, tranquille. Les clients l'appellent, les candidats postulent. C'est le bon métier. On met en contact les deux, on fait une facture. Ça, c'était avant. Hein. Maintenant, ça a changé. 2015, réseaux sociaux. Les candidats deviennent un peu harcelants. C'est véridique, c'est ça. Hein. Appeler tout le temps. Harceler, pousser, etc. Et le recruteur se plaint d'avoir trop de postures parce que finalement, grâce aux réseaux sociaux, il est joignable 24/7. Aujourd'hui, moi, petit exemple, je chasse des profils dans l'IT. Il y a des gens qui m'appellent dimanche matin à 7h, tranquille, il a un créneau, il a vu mon message, il me rappelle quoi. Donc, alors quand on chasse sur la zone Australie-France et qu'on a le switch de décalage horaire et qu'on chasse par WhatsApp, on a appelé par WhatsApp samedi soir, dimanche matin. Il n'y a plus un moment libre pour boire du Bourgogne, hein, c'est compliqué. Donc, 2025, on en est là, pénurie totale de profils. Et là, le recruteur devrait utiliser la technologie
prédictive, on va voir que ça existe déjà en fait, pour aller identifier un candidat avant qu'il offre d'emploi, pour déjà aller le loquer, l'attraper, le scotcher, l'embarquer dans un bureau et quand l'offre d'emploi tombe, lui faire signer de force et le placer pour encaisser. Mais c'est vraiment une tendance qui est en train de se développer, c'est pas la science-fiction, attention. Alors, et en Russie alors, eh ben, tout va pas très bien en Russie, même si tout va bien, comme toujours. Ça c'est la Russie, c'est un monde de paradoxes. Marché du recrutement, bon, les chiffres sont les chiffres publics. Voilà, prenez-les avec des pincettes, mais ça doit donner de grandes tendances. Un marché de 66 milliards de roubles et le marché des agences, 140 millions de dollars en 2017, 44 000 positions fermées, ça fait des positions en moyenne à 180 000 roubles, 200 000 roubles. C'est une médiane, ça veut tout et rien dire, mais voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur. Voilà, donc là, on rentre dans le recrutement en Russie. Alors, le droit du travail russe, il est compliqué. Il y a un code de droit du travail de 1971, avec l'existence de, ça c'est en l'Union soviétique, hein, avec l'existence de rémunération financière et non financière, du piston, une culture de loyauté au sein de l'entreprise et du parti, ça se croisait. Peu de culture du CV, du recrutement beaucoup sur recommandation, cooptation, piston, ça arrive d'ailleurs, recommandation, cooptation, piston. Et pas de culture de recrutement dans le sens privé évidemment, à part en école, université, d'aller chercher après des jeunes. Après-guerre, super effort démographique, peu de décès, peu de naissances, population qui augmente. Dès les années 70, la courbe des décès augmente, la perestroïka a eu des conséquences dramatiques. Années 90, effondrement des tendances, donc la mortalité explose, la natalité baisse, et on rentre dans ce bloc-là, ping, qu'on appelle la croix russe. Donc natalité à l'européenne et mortalité à l'européenne, pardon. C'est-à-dire des pertes de population annuelles conséquentes qui ont commencé à s'inverser en 2016-2015 pour quelques années, et là on repart vers un déficit démographique. Ça c'est très important parce que du coup, tous ces gens qui ne sont pas nés ne sont pas sur le marché du travail aujourd'hui. Donc, un chiffre, regardez, ça c'est la pyramide des âges russes, elle est absolument effroyable. Donc, en 2015, voilà, les gens de 30 ans, 1 200 000 femmes, 1 200 000 hommes, en gros, ça fait 2,5 millions. C'est un bassin de population, ok? Les gens de 30 ans. Et regardez comment elle sera en 2035. Les gens de 30 ans, on aura un bassin de population de moins de 900 et moins de 800, ils sont 1,5 million. Donc, on va passer de 2,5 millions personnes de 30 ans à 1,5 million personnes, 1,6 million personnes de 30 ans. Donc, il va manquer sur le marché du travail des trentenaires 30% de la population. Voilà les courbes de gens disponibles pour aller travailler. La ligne verte, c'est 2019, pardon. Voilà, donc il y a de moins en moins de gens pour travailler en Russie. Et on va voir qu'il y a une immigration en baisse. Donc, les choses vont pas s'améliorer. Voilà. Et autre problème, la population est concentrée. Vous le savez, à l'ouest, le Grand Est, il est complètement vide et il se dépeuple. Donc, les gens, plutôt en mouvement de population d'Est à l'Ouest, c'est quand même plus compliqué. C'est quand même plus facile de dire à quelqu'un de Tcheliabinsk qu'il y a un boulot à Moscou que de dire à quelqu'un de Moscou, Magadan, tu vas voir, c'est sympa le 15 juillet parce que globalement, la tendance, elle est quand même de migrer vers l'Ouest. Et ça, c'est un vrai problème. Les villes sont concentrées, les villes sont concentrées sur la partie ouest et un peu sud du pays. Donc ça, c'est un énorme problème parce que si les entreprises ont des projets, par exemple, on va pas le nommer, mais un retailer français très connu, qui a des projets de se développer sur le grand est du pays, ils vont faire face à des énormes difficultés de capital humain, tout simplement. Officiellement, les chiffres, un chômage très faible en Russie, 4%, 4,5%. Plus fort dans le Caucase, un peu plus fort dans le Grand Nord, un peu plus élevé en Extrême-Orient. Les villes sont d'un chômage quasiment zéro. L'Haïti serait à 0,6% selon le ministère du Travail russe. Je sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Ça me paraît catastrophiquement bas. Évidemment, ça veut tout et rien dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas officiellement. 30% de l'économie est au black. Le chômage est quasiment nul, c'est 1 500 roubles par mois, je crois, donc beaucoup de gens ne s'inscrivent pas. Allez vous inscrire pour prendre 1 000 roubles par mois, c'est zéro. Mais globalement, sur les pans de population embauchables, ce que je veux dire est très difficile à dire, mais je vais le dire, sur les gens qui peuvent travailler en Russie, il y a quasiment le plein emploi. Il y a des problèmes de salaire trop bas, il y a beaucoup de problèmes, mais on est en plein emploi. Et sur les centres comme Moscou, Saint-Pétersbourg, on est en plein emploi total, on est en pénurie, on va en parler tout à l'heure, parce que je vais quand même vous vendre le métier de recruteur, et vous expliquer à quel point c'est un héros. On fait face à des tendances nouvelles depuis un an, qui sont absolument
inexplicable. Et moi, j'échange beaucoup avec des recruteurs dans le monde entier. La Russie, là-dessus, est vraiment avec des comportements candidats qui sont assez uniques culturellement. Voilà, je vais vous donner quelques exemples. Les candidats sur le marché russe, c'est qui? C'est les Russes de Moscou de province. Les étrangers de l'Union douanière asiatique, donc ces 4 pays dont les ressortissants ont le droit de travailler librement, c'est-à-dire sans permis de travail, doivent juste être déclarés en Russie. Les étrangers de la CEI hors Union douanière qui ont un système de patente aujourd'hui, donc c'est l'Asie centrale, la Moldavie, l'Ukraine. Donc la patente, c'est un document qu'on paye tous les mois qui permet d'exercer une activité. Les étrangers de l'étranger lointain, comme on appelle, donc qui sont soumis à un régime de visa de travail et désormais à ce qu'on appelle le VKS, qui est un visa pour les travailleurs hautement qualifiés et qui est automatique pour 3 ans. Et voilà. Et juste un petit truc marrant sur la différence entre les expats, les ruspats et les ripats. Vous la connaissez maintenant parce que je la fais souvent. Mais voilà, l'expat, c'était le français qui venait bosser pour un gros groupe. Il y en a de moins en moins parce qu'il coûte trop cher. Il est remplacé par un ripat. Le ripat, c'est le russe qui a grandi en Occident et qui revient bosser en Russie. Donc, il est biculturel, il a des diplômes européens et pour un employeur, il est embauchable sans permis de travail parce qu'il est russe et qu'il parle russe et que donc il va être opérationnel. Et le ruspat, donc c'est l'étranger qui est russifié, russophone, qui s'est installé sur le marché du travail, qu'on peut embaucher. Il parle quasiment russe comme un russe, souvent avec un accent, mais il est embauchable ici sans qu'on ait besoin de lui fournir une assurance médicale, un appartement, l'école française, le machin. Donc voilà, c'est les ripats et les ruspats sont en train de remplacer les expats pour des raisons budgétaires. C'est facile à comprendre. Okay. Et voilà. Et après 2 statuts donc pour les étrangers qui sont résidents. Donc le RVP qui est le Временное проживание, qui est un permis de séjour 3 ans qu'on peut obtenir soit en se mariant avec une ressortissante russe, ce qui arrive très rarement, soit on peut l'obtenir en faisant une démarche administrative assez complexe. Et en fait, il est valable 3 ans, il n'est pas renouvelable et il faut switcher derrière sur un Vidna Žiteljstva, qui est un permis de résidence 5 ans, qui est une sorte de passeport intérieur pour étrangers. Rapidement, sur le permis de travail classique, je passe intéressant, mais je parle là-dessus. Donc, permis de travail classique est valable 1 an, il est un peu compliqué à obtenir, ça s'est vraiment resserré. De plus en plus, on passe au VKS, puisqu'avec avec la chute du rouble, ça fait c'est moins cher qu'avant. Avant, c'est 4 000 €, maintenant c'est 2 300. S'obtient hors quota, attribue un statut de résident pour 3 ans et renouvelable. Et les deux permis dont j'ai parlé, qui sont le permis de séjour RVP et le Vidna Žiteljstva, voilà, le premier 3 ans n'est pas renouvelable, mais impose de travailler là où on est enregistré. C'est-à-dire que quand vous l'avez à Moscou, banlieue, vous êtes obligé de bosser à Moscou, banlieue, pas Moscou centre. Peu de gens le savent, donc quand ils l'ont, généralement, ils se retrouvent un peu coincés. Je crois que ça va changer, mais je suis pas sûr que ça ait changé. Ça n'a pas changé. Voilà. J'ai un ami qui a eu ça il y a ouais. C'est ça, c'est bonne nouvelle. Oui, pour 18 mois, ça. Et donc, le Vidna Žiteljstva, qui est un passeport intérieur qu'on peut, qui donne quasiment tous les droits d'un citoyen, sauf le droit de vote. Voilà. Bloomberg a publié cette magnifique infographie des permis de travail officiellement délivrés par les autorités russes entre 2008 et 2016. Alors, je peux vous garantir qu'on est encore en train de descendre. Voilà, donc il y a de moins en moins de clandestins, ouais. Et il y a de moins en moins de permis de travail, et il y a de moins en moins d'immigrants, on va dire. Le solde migratoire russe est devenu déficitaire l'année dernière, ce qui est une première depuis 2000, je crois. Donc il y a de moins en moins en fait d'étrangers qui viennent travailler en Russie. Les expats, la partie occidentale, les expats sont beaucoup partis, c'est pour des raisons financières et la crise. Mais dans les populations, on va dire d'Asie centrale et de CEI au sens large, il y a moins de migrants pour des raisons décision des autorités, chute du rouble. C'est simple, hein, vous avez tous les gens d'Asie centrale qui venaient travailler à Moscou, encaisser des roubles, mais ils convertissaient en dollars parce qu'ils pensaient en dollars chez eux. Et maintenant que le rouble s'est effondré, ce qu'ils reçoivent en rouble quand ils le convertissent en dollars, ça fait moins. Et surtout, vous avez la poussée chinoise très forte en Asie centrale. Je sais pas du tout. Décembre 13. Ouais, 1, 2, 3, 4, c'est des tranches de 6 mois, je pense. C'est ouais, c'est ça. 3 bâtons, c'est 6 mois à peu près, donc ça doit être 2 mois par bâton, ouais, 2-3 mois. Bon, peut-être, l'idée c'est de donner plutôt la grande tendance. Mais voilà, et donc les Chinois embauchent de plus en plus sur place. Et donc, vous êtes tadjik, vous êtes ouzbek, vous avez le choix entre bosser chez vous pour une boîte chinoise, être normalement payé ou faire mal payé en Russie, et avoir des incertitudes sur le cours de la monnaie. Le choix est vite fait. Donc voilà, une infographie qu'on utilisait, bon, elle tend à se compenser, mais voilà, le moscovite était payé 100 roubles de l'heure à Moscou. Le migrant russe de province, on lui donnait plutôt 80-90.
c'est pas des chiffres précis, mais c'est des grandes tendances. Ça tend à s'uniformiser. Mais voilà, c'était dans l'esprit de l'employeur, c'était un peu cette dynamique. Voilà, le Tadjik ouzbek coûte moins cher, la Moldave peut être sous-payée. Malheureusement, c'est des différences de traitement. Voilà. Après, pas cher payé. Hein. Mais disons que l'idée, c'était que le moscovite coûte cher et que si on veut un moscovite qui présente pour un employeur l'avantage de ne pas présenter le risque de dire j'y arrive pas, je suis fatigué, j'en ai marre de Moscou, ça me coûte trop cher, je loue mon appart, je m'en sors pas. Le moscovite, il est logé généralement, il coûte un peu plus cher, mais on a la certitude qu'il va pas nous dire demain je repars à Tcheliabinsk. Et ça, c'est des choses sur lesquelles nous on a vraiment fait face. Voilà, donc des salaires bas inégaux, donc en gros des salaires moyens officiels. C'est toujours compliqué de savoir ce que ça veut vraiment dire parce que c'est net. Parce que globalement, il y a des salaires pas officiels beaucoup. Il y a un petit peu une tendance à revenir à l'enveloppe là ces temps-ci. Ça existe. Il y a une tendance à pas avoir les bonus déclarés. Nous, on fait face régulièrement à la situation suivante. C'est un candidat russe qui a un salaire de 100 000 roubles, 120 000 roubles. Il en a son deuxième divorce en 4 ans. Et donc, c'est véridique, c'est tragique. Et donc, il a des prélèvements sur salaire parce qu'il a une pension alimentaire à payer. Et donc, il demande lui-même d'avoir les bonus pas officiels. Il est sûr qu'elles ne sont pas prélevées. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors là, on rentre dans le cœur du problème. Vous allez me voir verser une larme. En Russie, on est sur un marché de candidats avec des pénuries de compétences. Je ne sais pas ce qui peut se passer aujourd'hui. Ça fait 10 ans que je fais du recrutement en Russie. Je vois une seule tendance lourde, c'est qu'il y a de moins en moins de gens pour bosser. Que Moscou, les candidats deviennent arrogants. La pénurie fait en sorte qu'ils sont très sollicités. Comme ils sont très sollicités, ils finissent par penser qu'ils sont quand même très bons. Parce que finalement, tant de gens veulent que je bosse chez eux, donc je dois être un bon. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils ont quand même des prétentions comportementales et des prétentions salariales qui sont souvent déraisonnées. Donc voilà, ça c'est ce qu'on reçoit nous. Hein. Ça c'est un CV d'un mec qui postule tranquillement. Please inform on salary limits, la lettre de motivation du mec. Le mec, combien que moi je vais. Please inform on approximate salary limits. Le mec, première phrase, c'est mais combien que on va palper là. Voilà. Et puis là, vous avez la lettre de sublime. Même pas bonjour. Ça c'est le réel. Hein. Ça c'est, ouais, ils sont comme ça. Après, il faut les rappeler les mecs. Ouais, c'est ça. Et, des fois, il n'y a pas de pièce jointe. C'est le mail blanc. Ou alors, c'est je cherche un travail. Bonjour, envoyez-moi votre CV. 2 mois après. Voilà mon CV. Ouais, mais c'est il y a 2 mois, donc tranquille. Les candidats russes aiment l'argent. Mais il y a une mentalité de mercenariat, rapport au travail, il est assez basé sur l'argent. Je dis pas que c'est pas pareil dans d'autres pays du monde, mais on va dire qu'il y a une infidélité à l'employeur qui est quand même plus développée ici. On travaille pas vraiment pour la marque de l'entreprise, on travaille plutôt pour le manager, le patron. Et l'argent joue un rôle important. Moscou est cher, il y a beaucoup de candidats qui sont pas moscovites qui migrent, ils ont des dépenses. C'est compris, mais voilà, il faut bien comprendre que, je sortirai une phrase géniale, on n'arrête pas de se la répéter ces temps-ci. Pay peanuts, you get monkeys. Donc, si vous payez des cacahuètes, vous embaucherez des singes. Et ça, malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est un peu notre travail. Alors, ça, c'est un consultant d'Atsal. À partir du moment où il a trouvé un candidat, il ne lâche pas. Non, mais on est obligé de le métier réel, c'est ça, c'est que dans des postes qu'on fait, c'est qu'on est obligé de, ça va, ok, j'ai envoyé votre CV, appelez le candidat demain, oh, le CV est parti, le candidat a l'air satisfait, le client est satisfait, WhatsApp le soir. C'est comme ça, on est obligé de les attraper, de pas les lâcher, de garder une communication parce que pendant ce temps, lui, il cherche du travail, il est appelé, donc il peut vous claquer entre les mains. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Constat client, généralement, c'est nous développons comme nous pouvons, mais pas comme nous voulons, parce qu'évidemment, les entreprises sont assez, alors avec la crise, ça s'est tassé, mais la dynamique lourde en Russie, c'était souvent dire on est assez insatisfait du capital humain, on manque de compétences, surtout pour les PME. Les gros groupes ont plus de facilité à attirer les gens parce qu'évidemment, il y a la marque. Ou dans des domaines spécifiques, les oil and gas, etc., il y a des spécialisations, c'est vertical. Mais la PME française qui arrive ici, qui est pas connue, elle a 4 personnes dans le bureau, elle est pas sexy pour un employeur russe, c'est pas le truc attirant, c'est petit, c'est à risque, c'est pas ce qui attire le premier. Donc, il faut survendre en fait aux candidats le projet. Mais nous, de notre côté, il faut bien comprendre ce que nous, on ressent les recruteurs. C'est quand on a des gens qui nous raccrochent au nez, qui refusent de venir aux entretiens, qui vont, faut suivre ce compte Instagram, c'est absolument, c'est des Australiens, mais ils sont fandards, ils font des photos, ils font des images comme ça où ils décrivent le métier.
Voilà, ils expliquent que les recruteurs ont un problème avec l'alcool, ils sont dépressifs. Enfin, bon. Voilà. Donc nous, on fait face à des comportements irrationnels de gens qui refusent de venir aux entretiens, qui préviennent pas, qui veulent faire des Skype, qui sont occupés, qui se comportent mal, qui vont pas aux entretiens avec les clients, qui changent leur salaire, qui disent vous voulez 100 000? Non, c'est 150. Ah ben non, mais l'agence m'a dit 100 000. Oui, il nous a dit 100 000. Nous. Le client se dit, ah ouais, l'agence, bravo, vous êtes vraiment des tocards. Non, mais il m'a vraiment dit 100 000. Et donc, c'est ça. Donc, nous, on a vraiment l'impression d'être en front. On peine à trouver des gens. On fait un filtre énorme. Et malgré tout, le filet faible et maigre de candidats qui va, je m'excuse, je tourne le dos à cette partie de la salle, c'est pas, je vais parler comme ça, non. Qui va vers les clients, eh ben, on est toujours à la merci, en fait, la responsable de cette photo est cette jeune femme. J'étais énervé un jour. Et la photographier, voilà. Donc, et nous, on a plutôt le blues en fait, parce qu'on a du mal à trouver. Alors voilà, rapidement sur le métier, on en a parlé tout à l'heure. Ben, notre métier, il se sépare de plus en plus entre les gens qui vont à la pêche, donc les pêcheurs, hein, le mec qui va pêcher, et celui qui cuisine le poisson. Avant, c'était un peu la même personne. Alors, dans les petites boîtes, c'est encore la même personne, c'est quelqu'un qui fait tout. Mais globalement, les cultures en train d'émerger, les philosophies en train d'émerger, c'est que la personne qui source et qui recrute, le chasseur, c'est pas l'autre. L'autre, c'est un cultivateur. Nous, on chasse. On est des chasseurs. On est armés. On va chasser, on va chercher, on va taper dans le pénurique, on va les séduire. On va approcher. Je vais vous donner des cases absolument terribles. Le recruteur aujourd'hui, c'est pas juste un mec qui met une annonce en ligne, qui se dit ah mais c'est sympa, on va attendre que les CV entrent. Non, c'est fini ça. Ça c'était le métier d'avant, c'est le métier cool. On était assis, on attendait. Aujourd'hui, le recruteur travaille sur la marque employeur. Il rédige des descriptions de postes. Il émet des stratégies sur comment les poster. Il a des statistiques sur à quelle heure des journées il faut approcher des candidats. À quelle heure des journées les statistiques de réponse sont plus élevées ou plus faibles. Tout ça, c'est des choses qui sont statistifiées. Donc aujourd'hui, tout ça, ça fonctionne. Il y a des sources sur lesquelles poster et sur lesquelles ne pas poster. On sait que sur Facebook, c'est bien de poster. Voilà, vous postez le lundi matin, ça marche pas. Par contre, c'est bien le jeudi soir. Il y a toute la partie utilisation des réseaux sociaux. Lorsqu'un candidat croise votre demande, tiens, salut Sébastien Ivanski, toi tu es un mec bien, je recrute justement un master Jedi Blogger, est-ce que tu pourrais… qu'est-ce qu'il va faire Sébastien? Il va d'abord commencer à aller checker qui je suis, il va regarder mon profil, il va regarder la boîte, il va commencer à se renseigner et il a besoin d'une information transparente, claire, sexy, on appelle ça le sexe attractif, nous, sexy attractive, on a Hatsal, c'est-à-dire qu'il a besoin d'avoir envie d'aller plus loin. Le mec il est tranquille chez lui, je viens l'embêter vendredi soir, lui demander s'il veut pas bosser pour moi, il a besoin d'être sûr que ce qu'il va trouver comme info, ça va lui donner envie d'aller plus loin. C'est la séduction. Voilà. Et après, il y a toute la partie assessment and hiring. Donc là, c'est l'interview, la prise de référence, l'analyse. C'est facile. Tout le monde dit, mais recrutez des juniors. Mais le junior, vous le recrutez pas sur l'expérience. Vous le recrutez sur les soft skills. De plus en plus, c'est ça qui joue. Comment vous évaluez les soft skills d'une personne, vous? Je prends quelqu'un au hasard. OK, il fait un entretien de 2 heures. Comment tu fais pour savoir les soft skills d'une personne? Compliqué, hein? Il en faut l'expérience. Il y a des gens qui font du commerce ici, ils comprennent ce que c'est que l'acquisition client et l'inbound marketing, c'est-à-dire de déployer du contenu qui va croiser le voyage sur Internet d'un client, l'attirer et doucement transformer ce croisement en un prospect puis un lead. Le recrutement, c'est pareil. L'inbound recruiting, c'est ça, c'est qu'il faut déployer du contenu, bâtir une marque employeur et c'est ça qui va faire venir en fait les gens, qui va peu à peu les fidéliser, qui va leur donner envie de travailler pour vous. D'accord? Donc, le recrutement, c'est beaucoup de marketing aujourd'hui. Ça, c'est un grand changement du métier avec Internet. C'est qu'aujourd'hui, nous faisons du marketing. Vous avez peut-être tous vu cette vidéo de cette boîte Augustin. La DRH était partie filmer dans le métro et elle ne trouvait pas de candidat à Paris. Et elle a fait une super vidéo, faut que vous regardiez, c'est trop marrant. Et dans le métro, elle recrute des gens. Elle dit, vous connaissez pas quelqu'un qui va travailler pour nous? Ça fait un buzz énorme. Et en fait, c'est ça, c'est buzzer pour recruter en fait. C'est un hashtag magnifique. Buzzer pour recruter. Voilà, donc c'est se différencier. Et après, elle fait des entretiens de groupe où elle fait faire, voilà, c'est un peu kitsch, mais voilà, c'est pour de la cuisine, elle fait faire du yoga aux gens, elle leur pose des questions. Donc, en fait, c'est se différencier, buzzer, se différencier. L'idée du talent acquisition, c'est de créer ce qu'on appelle un funnel. Alors, en fait, c'est pas un funnel maintenant qu'on crée, c'est un tunnel. Parce que comme le funnel n'aboutit pas forcément, il faut avoir des réserves, il faut avoir de la backup. Mais l'idée, c'est d'avoir un pool qu'on trie et arriver à un profil qu'on place. Ça paraît simple, hein, mais
Allez pas. Parce que vous arrivez généralement là, il n'y en a aucun qui fait l'affaire, on recommence. Vous arrivez là et le candidat vous dit « Ok, j'ai reçu l'offre de votre client, ben, vous prenez ou pas ?» Alors justement, j'ai une contre-offre de mon employeur, ça c'est la grande bonne ici. Ils font le process de recrutement, ils ont l'offre de votre client, vous vous dites « Hop, déjà la main sur le tampon, faire une facture. » Et non, le candidat prend votre offre, il va chez son employeur, il pose ça, il dit « Voilà, on veut me chasser. » Et l'employeur russe, généralement, fait une contre-offre. La grande tendance. Ou deuxième tendance, j'ai une offre, j'ai plusieurs entretiens et je vais avec mes offres aux entretiens. Oui, mais moi, on m'a proposé tant là. Et donc, commerce. Là, c'est est-ce que le consultant va survivre? Alors évidemment, voilà, entre la France et la Russie, deux spécialistes qui expliquent que le gros problème, c'est que pour faire face à ces problèmes d'attitude, on a les outils. Polina Zakharova, qui est la HRD chez Croc, explique que bientôt, les RH, je passe sur la partie technique là, on rentre dans les sujets complexes là, vont devoir programmer en Python. C'est-à-dire que le RH qui ne programmera pas en Python ne pourra pas recruter des programmistes Python. Aujourd'hui, ils peuvent faire illusion, ils sourcent, mais demain, c'est fini. Donc, faut se mettre à la technique. Donc, pendant que il y a beaucoup de gens qui, voilà, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler des recherches booléennes? 1, 2, oui, bah évidemment, t'es tombé. Et, oh, Léo. Et 4, je suis Didier. Donc voilà, les recherches booléennes, c'est l'utilisation d'opérateurs clés pour adresser des requêtes en fait sur les moteurs de recherche, les job boards, pour aller pointer en fait des recherches très ciblées. Ça donne ça. Ça, c'est une requête booléenne pour aller chercher un Java sur Paris qui cherche un travail. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on est censé apprendre à faire pour maintenant pour trouver des gens. Ça paraît surréaliste, mais c'est comme ça que ça marche. Et avant, c'était réservé à l'IT, ces requests. Maintenant, nous les utilisons, à Tsal, on est très progressiste là-dessus. On les utilise pour des profils pénuriques stratégiques, c'est-à-dire qu'on va chercher des gens assez loin, enfoncés dans LinkedIn, sans activité sur le profil, donc pas répertoriés, peu répertoriés. Et donc, il faut aller chercher, il faut aller creuser pour pouvoir les trouver. Voilà, on peut classifier, ajuster ces requests par temporalité. Alors en fait, depuis que j'ai fait cette slide, Google a créé 2 nouveaux opérateurs booléens qui permettent d'intégrer en fait la temporalité des requests dans la recherche. Les outils, je vais vous en donner quelques-uns. Je peux vous montrer ce qu'on utilise. Ne recrute pas, ce sont les gens qui le font. Mais voilà, Google Maps pour aller trouver les coordonnées d'un candidat dont on a trouvé l'adresse, dont on n'arrive pas à joindre par téléphone ou par mail. Il y a des outils pour ça qui permettent. Les CSE, les Customized Search Engine de Google, je vous ai parlé de Google tout à l'heure. Google a en fait une interface qui permet de créer des moteurs de recherche totalement personnalisés, dédiés aux recruteurs pour aller se faire produire par Google en fait du contenu ciblé et qui vous ramène vers des positions, des mots-clés ou des opérateurs booléens. Voilà, des outils que Google nous donne à disposition pour affiner les recherches. De Google, en fait, on va chercher sur LinkedIn, on va chercher ailleurs. Donc, on peut adresser, ça marche aussi d'Index. Des extensions de Google Chrome qui vous permettent d'aller casser les adresses email perso des gens, trouver le numéro de portable, vous fournissent des historiques sur les pages qu'ils ont consultées. On peut tout savoir. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, aujourd'hui, pour les gens qui sont publics, qui recherchent de l'emploi, faites attention parce que les réseaux sociaux sont devenus des outils d'évaluation pour les recruteurs, même si c'est légalement interdit en Europe. Aujourd'hui, on fouille tout. Donc, voilà, c'est régulièrement une candidate qu'on a eue francophone qui pose sur un poste d'assistante et qui pose des seins nus sur la plage, qui fait des grands écarts dans des piscines privées à Barbica. Bon, forcément, quand tu arrives à l'entretien, on est beaucoup plus… orienter la recherche. Langue française, moins de 30 ans, enfin bon. Donc, voilà, donc un email Fender. Comment vous allez faire quand vous serez on fera comme on fait en Europe, c'est-à-dire qu'on fait quand même. Voilà, donc des outils qui permettent de trouver des adresses mail personnelles ou professionnelles. Aujourd'hui, il est facile de trouver quelqu'un dans une entreprise comme Atsal, les boulangeries François ou n'importe où, parce qu'on peut trouver les adresses email par nom de domaine de tout le monde. C'est simple. Les opérateurs booléens permettent d'aller chercher des informations qui ne sont pas dans le web, mais dans le dark web et dans le deep web. En fait, on peut référencer et pointer. Donc, vous pouvez aller chercher des informations confidentielles. Il faut lire le blog de Yann Texé qui explique tout ça. Voilà, trouver les adresses email des gens. Une requête booléenne adressée Google, demandez d'aller chercher sur Facebook des gens qui travaillent dans le mining, les mines, le métal
aux géologistes. Donc évidemment, Google va vous trouver les profils. Mais il y a plus simple. Vous pouvez décomposer et créer une request Google, la créer, l'écrire, après la plugger dans Facebook, pas Google Facebook, pardon, la plugger dans Facebook et il va vous sortir les profils. Ils sont software engineer. Donc ça, c'est les méthodes pour aller sourcer des gens. Voilà, vous êtes sur Medium, vous êtes sur Sable. Vous devenez un potentiel journaliste qui écrit sur Medium, devient un candidat potentiel. On a des applications qui permettent, quand vous avez une page LinkedIn, elle va vous ouvrir un cadre dans la page LinkedIn et vous prenez vos notes directement sur le profil. Ce que vous n'avez plus besoin de le mettre dans l'ATS. Tout est intégré. Voilà, vous avez des surveillances. Population Internet est connectée à 80% aujourd'hui. Ça s'arrête à 2017, mais on est à presque 80% maintenant, contre 88%. Donc, on a une population qui est joignable online. Quelqu'un m'a posé la question sur il répond plus aux emails. Un moment fondamental. Alors lui, c'est Guillaume Alexandre. C'est un peu le Mister Sourceur. Aujourd'hui, vous avez un candidat et il vous montre l'entretien. Il vous dit voilà, regarde, je viens d'avoir 10 propositions de boulot cette semaine. Bonjour Vassili, on a une super offre d'emploi pour toi. Voilà, 10 fois la même chose. Il ne voit pas la différence. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se dirige vers vraiment de l'approche personnalisée, conceptuelle. Il faut que le mail se différencie des autres pour donner envie au candidat de répondre. On va voir que le mail, c'est pas suffisant, mais globalement, c'est ça. Par exemple, on a vu que celui-là aime le kayak. Alors Vassili fait du kayak. Et donc, on lui dit dans le mail, toi aussi tu aimes le kayak? Alors du coup, ça attire son attention. Ah, un fan de kayak. Je sais pas, voilà, vous voulez vivre près d'un périph' ou en Auvergne près des volcans, vous ne pouvez pas lutter. Voilà, donc c'est des petits mots clés. Il donnait l'exemple Guillaume Alexandre, qui est un maître du sourcing, il est basé à Genève. Il donnait l'exemple de chercher quelqu'un en Angleterre, il lui disait London Calling, donc la personne dans son email, London Calling, qu'est-ce que cette histoire, elle ouvre le mail, et c'est une offre d'emploi. Et en fait, l'idée de plus en plus, c'est que quand on approche un candidat, c'est une séduction. Il faut lui donner envie de nous répondre et d'engager la discussion en fait. Donc, est-ce que vous arrivez, là c'est les femmes, vous n'écoutez pas, c'est un message dédié aux hommes là. Il donnait l'exemple suivant, si vous arrivez dans un bar, vous voyez une blonde toute seule au bar et vous vous dites, bon, on va tenter d'avancer. Si vous lui dites salut, on va chez moi, bon, généralement ça marche pas quoi. Hein, c'est comme ça. Et par ensuite, tiens, salut, tu aimes le champagne, moi aussi. Bon, tout de suite, il y a une approche un peu plus oblique, subtile, et donc voilà, c'est pareil, c'est un peu de la séduction. Mais malgré tout, ça suffit plus. Les emails, il y en a trop. Et puis, il y a quand même une difficulté des candidats, surtout des jeunes, à gérer la boîte mail. La boîte mail est devenue compliquée. Les boîtes Gmail sont complexes. C'est un savoir-faire de gérer une boîte mail. Exactement. Il y a du spam, il y a des splittages. Donc nous, on a des problèmes. Genre, j'ai pas reçu votre email. Ah bon, mais c'est bizarre, je l'ai envoyé quand même. Donc, les outils, maintenant, multidiffusent. C'est-à-dire que le candidat, il est harcelé. Hein. Il reçoit un email, un WhatsApp, un Viber, un Telegram, il y en a partout. Donc, et ça, c'est les ATS, ça c'est l'Applicant Tracking System de Headhunter, qui est le plus gros job board russe, qui envoie directement. Voilà, on est sûr que Anna, c'est pas un vrai profil, hein, c'est un profil de démo. Ne vous inquiétez pas. On est sûr qu'Anna, elle peut pas ne pas l'avoir reçu. Voilà. Et encore, on n'est pas sûr. Et maintenant, de plus en plus, quand on a son CV sur HH va lui-même sourcer vos pages de réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple terrible qui m'est arrivé hier. Le plus compliqué d'avoir une réponse, c'est qu'en fait, on veut faire le travail, donc on a besoin de savoir si c'est oui ou non. Il y a des recruteurs en France qui vont harceler les candidats jusqu'à l'insulte. Hein. C'est ça. Tu vas répondre, espèce de malotru, malpoli. Bon, alors nous, à Tsal, on apprend tout ça. Donc on pousse aussi. Tu vas me répondre. Tu m'appelles 3-4 numéros, enfin 5 téléphones, numéros. C'est pareil partout. Et donc, faut aller à l'insulte. Pas l'insulte, mais enfin, faut le bousculer parce qu'on préfère avoir une réponse et savoir que le contact est établi, que maintenant on peut se parler, parce qu'on veut lui parler, parce qu'on voudrait le recruter. Et hier, on a eu ça, c'est un candidat à 11h qui débarque pas, il répond pas, je l'appelle, et puis je le bouscule un peu, et puis il m'écrit, il me dit, ma mère est morte. Enfin, c'est ce qui semble vrai. C'est des moments un peu compliqués du métier où globalement, il faut expliquer ça aux clients. Il m'a dit qu'il était bon, j'en avais un, il en avait qu'un, sa mère est morte. C'est atroce, hein, non, mais c'est horrible. Donc voilà, donc de plus en plus le sourcing et le recrutement en interne se séparent aussi. Aujourd'hui, les entreprises qui font appel à des cabinets de recrutement ont des cabinets de recrutement qui n'arrivent plus à sourcer. Donc les cabinets de recrutement font appel à des sourceurs qui vont juste trouver le profil pour donner l'agence qu'ils donnent aux clients. Les sources pour trouver des gens, vous avez la galaxie des réseaux sociaux et vous avez
ce qu'on appelle les sites d'offres d'emploi, les job boards. Donc, il y en a deux principaux en Russie, hein, HH et Rabota.ru, et il y en a un principal qui est et Superjob, pardon. Je dis, oui, c'est moi, c'est HH Superjob, autant pour moi. Et HH est le seul pour les entreprises, on va dire, majoritairement étrangères et pour les postes un peu qualifiés ou pour les postes étrangers. Donc, les agences de recrutement, alors les agences de recrutement, on en distingue plusieurs sortes. Les agences de travail temporaire ou dites d'intérim. Les agences classiques comme Atsal, Ace, donc Antal, sont des agences de recrutement, on appelle ça l'executive recruiting. Les agences d'executive search, donc c'est vraiment un métier à part. Là, c'est pour les top managers, le top level. Les modèles un peu hybrides, les plateformes qui font de la mise en relation automatisée, qui sont le modèle qui est en train de se développer parce qu'il est plus cheap. Même si les Jedi du recrutement ne se rendront jamais. Et les freelancers, évidemment, qui existent et qui sont en train de se coaliser pour faire des solutions cheap que je recommande pas à mes clients. Voilà, le marché des agences de recrutement, 40 000 agences de recrutement en Angleterre, 15 000 sur Londres. Titre de comparaison, Russie, 1100 agences de recrutement, 300 sur Moscou. Donc voilà, on voit les différences de densité de marché. Bon, l'Angleterre est en pointe, hein, mais voilà, on est passé de 3000 à 1000 agences en un peu plus de 12 ans en Russie. Le marché s'est bien cassé la figure parce que il y avait beaucoup d'agences qui pivotaient. Mais voilà, on en est à peu près là aujourd'hui. Oh là, c'est quelqu'un qui a écrit la philosophie du recrutement. Je sais pas qui c'est. Ah bah c'est ça. Voilà, donc l'idée c'est un peu de synthétiser ça. Ce qu'on a sur notre blog, c'est que de plus en plus, on est sur un métier qui est vraiment protéiforme, où on fait de la vente. Faut dire aux candidats, qu'est-ce que tu vas être bien dans cette boîte, tu vas voir. On fait du marketing, on pousse la marque employeur du client, on survend les clients, on fait le commercial pour les clients en fait, ils ne se rendent pas compte. Hein. Ça c'est inclus dans le prix. Hein. Mais voilà, l'idée c'est c'est un métier où il faut être très polyvalent, très agile, un métier où il faut être extrêmement héroïque, résilient. On fait des choses bien, on aide les entreprises à créer des emplois, on change la vie des gens, on a des carrières success de gens. On entend des milliers d'histoires, c'est extraordinairement intéressant de rencontrer des gens. On aide et clients et candidats. On crée des couples en fait, on crée des histoires d'amour. On sait plein de secrets des entreprises. Donc ça c'est vraiment extraordinairement intéressant de comprendre le business. Mais voilà, on est dans le seul métier au monde où le produit à vendre peut refuser d'être vendu. On a le bon candidat et puis dit non. Une bouteille de bière, bouteille de Bourgogne, vous prenez dans le magasin, elle dit non, on n'achète pas. L'argent là. Oui mais non, j'ai pas envie. Eh ben nous c'est ça le recrutement. C'est qu'on a un produit dont on n'est pas certain qu'il va accepter d'être acheté. Le métier qu'on fait, c'est 90% de déception. Les comportements candidats, les échecs, les gens qui, pour des raisons personnelles, quittent des entreprises alors que tout allait bien, chose sur lesquelles nous ne pouvons pas agir, les agences, parce que c'est le personnel. Il faut savoir annoncer des mauvaises nouvelles. Non, vous n'êtes pas pris. Non, ils veulent pas de vous, mais pourquoi? Voilà, il y a toujours ça. Expliquez-moi. Alors, expliquer. Donc, il y a beaucoup un travail humain. Et on a surtout un métier qui devient totalement protéiforme, il mute. Donc l'héroïque recruteur à salle là. Et rapidement, donc la grande tendance, c'est que voilà, avant on fouillait dans les CV, après on prenait des notes, on est devenu un consultant, et on nous dit toujours que les agences vont disparaître et que les robots prendront le dessus. Moi, je n'y crois pas, parce que depuis toutes ces années dont on parle de ça, le marché des agences ne cesse de croître. C'est de plus en plus compliqué de trouver des gens, et le robot n'est pas capable de le faire. Il peut faire une partie du travail. Recruteriez-vous quelqu'un sans lui parler? Est-ce que le candidat apprécie d'être recruté par un robot? Je vais donner l'expérience de cette startup que vous connaissez peut-être. Cette jeune fille, vous la connaissez ou pas? Vous connaissez pas Vera? Le robot Vera, non? Voilà, vous la skypez, elle apparaît et elle vous fait l'entretien. Ça a été implémenté dans une grosse boîte française de luxe et ça n'a pas trop marché parce que un truc incroyable, c'est que elle vous appelle au téléphone et tout, c'est que le candidat parlant au robot ne mémorisait pas ce que le robot lui disait. C'est tout à fait incroyable, mais quand on parle à un être humain, chaque échange il n'est pas plat, c'est un échange. C'est une sorte de conversation. Et globalement, le robot, on mémorise pas ce qu'il nous dit. Donc, ça n'a pas été très bien. Les challenges pour terminer dans le métier, aujourd'hui, c'est au recruteur de séduire les candidats. On parle de termes qui sont le candidate experience, le candidate care. Le candidat, faut lui servir un café, lui faire un massage. On en est là, hein. Et des expériences personnalisées. Donc, on a des outils pour lui, il fait des vidéos interviews, il peut parler de lui. Il faut vraiment qu'il se sente bien. Le CV, c'est en train de mourir. Il y aura toujours besoin de CV, mais ce sera pas suffisant. Les soft skills prennent le dessus. Difficile d'évaluer les soft skills d'une personne. Vous avez vu 1 heure dans votre vie. Alors bon. Donc, des solutions d'analyse prédictive, de matching sont en train de se développer.
Elles analysent ce qu'on appelle les compétences comportementales, c'est-à-dire la similitude comportementale via un test d'un candidat par rapport à un employé déjà performant dans l'entreprise. Et plus le modèle est matchant, et plus on a la capacité de se dire que finalement, il va performer autant que le plus performant qu'on est. Ça, c'est des solutions qui sont en vigueur. Il y a une excellente startup française qui s'appelle Assess First qui fait ça, et ça marche. Ils ont des success cases pour les postes de commerciaux, c'est vraiment énorme. Et puis la multiplication des sources, hein, il faut au recruteur 90 secondes pour lire un CV, alors c'est en début de journée, parce que après le lunch, globalement, il faut beaucoup plus de temps. Donc ça fait un peu plus de 2h30 pour lire 100 CV, et pour lire 150 000 CV, il faut 2 années. Voilà. La machine, par contre, elle peut trier les CV par mots-clés en 1 minute. Voilà, et approche omnicanal. Le recruteur vend, fait du marketing, donc il a besoin d'être visible, il a besoin d'être crédible. Il n'oublie pas que le recrutement est une conversation. Et de plus en plus, pour synthétiser, donc la tendance, c'est que on a longtemps parlé, vous savez, que l'employé devenait un client. L'employee care, donc l'employé, c'est le premier des clients d'entreprise. Maintenant, c'est en train de se déborder sur le candidat. Le candidat, pour nous, il est un client, et pour l'entreprise, ça devient un client. Ça devient un ambassadeur. Le recruteur de demain, qu'est-ce qu'il doit être, selon moi, tech lover, tech addict, c'est des termes techniques. Il doit maîtriser les outils, mais se rappeler que c'est pas les outils qui recrutent, c'est lui. Il est de plus en plus service orienté vers le candidat. Il y a un recruteur australien qui s'appelle Greg Savage qui a dit une chose incroyable et intéressante, c'est que de plus en plus le candidat va être le recruteur va être une sorte de précepteur du candidat. Il va être en fait une sorte d'agent du candidat vers le client. Donc, le recruteur doit être un excellent marketing et communicant. Il devra de plus en plus être un influenceur et un homme de réseau. Donc, il doit pouvoir générer, activer, développer et utiliser des réseaux qu'il a, 30 000 LinkedIn, 5 000 Facebook. Voilà. De plus en plus, il doit être un opérationnel. C'est-à-dire quand il va parler à des boîtes, que ce soit recruteur dans l'entreprise ou externe, il va devoir parler au manager opérationnel et comprendre des métiers de plus en plus compliqués. Donc, il faut un QI élevé et beaucoup de culture G. Parce qu'il faut, chaque fois qu'on recrute dans un nouveau domaine d'activité, il faut essayer au minimum de comprendre de quoi il s'agit. Parce que quand on va parler avec le candidat, on va passer pour un âne. Il faut au moins faire illusion. C'est bien le minimum. Mais de plus en plus, il faut savoir de quoi on parle. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir lu sur l'entreprise, le domaine d'activité. Et il faut savoir de quoi on parle. Donc, on parle de recruteur augmenté. C'est un terme technique. Vous vous rappellerez de ce terme dans l'avenir. Qui est le terme, en fait, pour définir le recruteur de demain. Là, et donc, les recruteurs voient le monde comme ça. Au-dessus du PhD, il y a le recruteur. C'est le mec le plus intelligent. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on se voit. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. On vient d'ouvrir une chaîne où on explique, on parle du recrutement. On explique un peu la Russie, le recrutement, les difficultés, les tendances. Voilà. Et puis de temps en temps, quand j'ai un peu de temps libre, j'essaie d'écrire sur le blog du site Adsal, souvent en français, un peu en anglais, un peu en russe, quand j'ai un peu de temps libre. Voilà. Et puis, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on est assez actif et présent. Peut-être qu'on va vous fournir des super offres d'emploi ou du contenu intéressant. Merci, puis à 2022.